Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très heureux d'animer aujourd'hui ce débat sur le lien avec les agents, un nouveau défi pour les collectivités, surtout dans le contexte post-Covid qui a sûrement modifié la communication interne. C'est ce qu'on va voir aussi, et la relation avec les agents. Je suis très heureux d'animer ce débat avec d'abord Madame Lise Fourneau-Bauger, qui est directrice des ressources humaines de la métropole de Lyon, et Monsieur Bruno Collignon, qui est sapeur-pompier et qui est l'ancien président d'une organisation syndicale représentative. Donc ça s'appelle débat contradictoire parce que, comme vous voyez, il y a deux points de vue qui seront peut-être opposés, peut-être complémentaires. C'est ce qu'on va voir à travers, au fil des questions. Alors d'abord, j'ai une première question à vous poser. Pour vous, la com interne, ça sert à quoi? Quelles sont ses finalités? Et est-ce que ça a changé avec le Covid? Est-ce que vous avez communiqué différemment? Bon, bah allez, je me lance. Pour moi, il y a plusieurs finalités sur la com interne et qu'on a pu retrouver dans le cadre de la gestion du Covid. Il y a celle déjà de passer de l'information aux agents. Et là, sur le Covid, enfin, avec la question des règles RH, qu'est-ce qui se passe sur les ASA, mon salaire est maintenu, j'ai mes tickets restaurants, et la pause des congés, comment ça va se passer. Voilà, donc on a vraiment une première finalité là qu'on a bien vécue et qui était très importante pendant la crise. Il y a ensuite celle du coup de fédérer à un moment des collectifs de travail, de développer le sentiment d'appartenance. Et pourquoi est-ce qu'on fait une institution tous ensemble? Pourquoi est-ce qu'on appartient à la même collectivité? Comment est-ce qu'on décline, chacun à son niveau, un projet politique, une feuille de route politique, un plan de mandat? Et comment chacun y contribue à sa hauteur? Donc, je crois qu'il y a aussi toute cette logique-là. Et là, pendant le Covid, avec des vécus qui étaient très différents, des agents qui travaillaient de chez eux, d'autres qui étaient chez eux, mais en ASA, qui ne travaillaient plus, d'autres qui étaient sur le terrain. Cette fonction-là, il a aussi fallu la maintenir. Et que du coup, on évite un effritement et qu'on garde ce sentiment d'appartenance malgré des vécus très très différents sur le printemps. Et puis après, du coup, tout le lien avec la ligne managériale aussi, qui est assez important, et où là, ça a été, la com interne a été un des gros leviers. Enfin avec deux publics d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'y a pas que les managers, il y a effectivement les managers, mais aussi les organisations syndicales, et comment toutes ces parties prenantes-là arrivent à un moment partager des niveaux d'information similaires et avoir des éléments de langage qui peuvent être partagés. Donc pour résumer, passer de l'information, fédérer, créer un sentiment d'appartenance, aussi faire vivre cette vie managériale. Tout ce qui est l'accompagnement de projet, l'accompagnement du changement, là, avec le Covid, on a arrêté ou on a quand même continué à travailler? Alors, nous, en tous les cas, on a arrêté. Tout ce qui était projet, du coup, de grosses transformations pendant le Covid, très clairement, ça n'a plus été la priorité. Et on ne s'est plus du tout focalisé là-dessus. Mais effectivement, ensuite, c'est un gros élément. Enfin, la com interne est beaucoup utilisée dans l'accompagnement à la transformation, l'appropriation des projets par les agents, la compréhension des enjeux qu'il peut y avoir sur pourquoi telle transformation. Et là, du coup, on n'est pas en Covid, mais on est en plein dedans avec la mise en place des nouvelles équipes, par exemple. Et sur comment on accompagne cette transformation-là et comment est-ce que les agents arrivent à se l'approprier. Très bien. Monsieur Collignon, alors pour vous, la com interne, ça sert à quoi? Quelles sont ses finalités? Vous avez la même vision? Et quelle est la relation aussi, la com interne et la relation avec les organisations syndicales? Alors, peut-être aussi pour répondre précisément à la question introductive sur qu'est-ce qui éventuellement pourrait être modifié dans les enjeux de communication. Et moi, je lirais bien volontiers la notion de communication et la notion d'information. Parce qu'il me semble que derrière une communication de qualité, l'intention peut aussi s'inscrire dans une démarche d'information, avec tout ce qu'elle comporte d'objectivité, y compris en matière d'éthique. Un petit peu comme l'évoquait Charlie ce matin, je fais partie de ceux qui ne croient pas à un après-Covid qui serait le monde d'après. Et toutefois, il me semble quand même que nous devons collectivement en tirer tous les enseignements nécessaires
y compris en matière de communication et d'information. Du coup, je livre simplement en clin d'œil et je renvoie à une lecture qui, de mon point de vue, a du sens dans le cadre de notre échange et de la question posée, qui est donc une petite production sans prétention du Cercle des acteurs territoriaux et qui s'intitule « Ensemble autrement ». Et je pense que rien que ça en dit long sur ce qui nous attend les uns les autres. Continuer à faire ensemble organisation syndicale, assemblée délibérante et administration générale, mais à faire autrement. Et la crise sanitaire, du coup, nous oblige à nous interroger sur ce que nous allons faire finalement de cette épreuve qui nous a les uns et les autres impactés, et c'est pas terminé. Donc le Cercle des acteurs territoriaux propose 10 actions, 10 pistes pour pouvoir essayer de continuer la réflexion ensemble. Et de mon point de vue, il me semble qu'en matière de communication et d'information, il y a des notions essentielles et qui ont déjà été évoquées d'ailleurs à plusieurs reprises ce matin et qui pour moi sont des notions fondamentales, qui sont la notion de confiance et de transparence. Et il me semble que les retours d'expérience qui notamment ont été évoqués par Mathilde Dicard et par Dolores, je crois aussi, donc au cours de la matinée, devront, c'est mon analyse, faire partie intégrante des enjeux de communication et d'information, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autorité d'emploi, qu'est-ce que la collectivité, qu'est-ce que l'établissement public est en capacité de renvoyer sur voilà ce qui s'est passé et voilà comment est-ce qu'on peut partager ça ensemble au travers d'une communication et d'une information de qualité. Là, on est dans quelque chose qui est déjà un peu du conceptuel. On voit ce qu'est la communication interne. La communication, en général, on l'a définie par rapport à des publics, on l'a vu. Vous avez parlé des agents, vous avez parlé de la vie managériale. Est-ce que les syndicats sont aussi un public, une cible de communication interne? Et comment ça s'est... Est-ce que cette situation de Covid a modifié la donne et les relations avec les organisations syndicales et cette communication interne? Les organisations syndicales sont forcément des acteurs avec lesquels on communique régulièrement et avec lesquels on a des liens qui sont, quand on est DRH, assez rapprochés, quoi. Ça va du coup de la capacité à se passer un coup de fil parce qu'il y a une équipe qui est en tension et où on a les retours d'informations sur le fait que ça va peut-être débrayer pour une raison X, Y ou Z. Voilà, j'ai connu un conflit de la collecte qui a duré 3 semaines, par exemple. Donc là, la communication avec les organisations syndicales, elle est quotidienne, elle est en permanence et avec différents canaux. Après, on a la communication qu'on a pu monter là pendant le Covid. Nous, les représentants du personnel, je crois qu'on faisait la comptabilisation. On s'est vu du coup une quinzaine de fois en visio sur juste la période. Enfin, on a démarré du coup 15 jours avant le confinement, où le président est venu à réunir CHSCT, CT, les 2 instances, en venant devant les représentants du personnel. Donc c'était un signal qui était très très fort, hein. Moi, je suis rentrée à la communauté urbaine de Lyon en 2013. J'ai jamais eu convocation des 2 instances avec le président qui vient devant les représentants du personnel. Ce qui marquait du coup pour nous la vision qu'il y a eu de notre exécutif assez tôt au final il y a un truc qui se passe, quoi. Alors après, on a eu un bus aussi qui est venu d'Italie, qui est arrivé à Lyon, donc qui a été un facteur un peu déclenchant de tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, ouais, je vous dis une quinzaine de réunions. Donc on avait des visios toutes les semaines avec d'abord que les secrétaires généraux des organisations syndicales. Et puis ensuite, on s'est remis en ligne avec des instances en visio. Donc ça permettait du coup de partager de l'information de manière très régulière. Et j'avais moi aussi les retours des organisations syndicales sur les équipes qui continuaient à fonctionner. Et où on avait du coup un rôle et un objectif commun de protection des salariés par rapport au Covid. Donc on avait toutes les équipes de la collecte, etc. Et j'avais des remontées par les organisations syndicales sur faites attention, les gars arrivent le matin, les distances sont pas respectées, ils viennent tous en nombre au dépôt, récupérer les clés du camion avant de partir. Ça va pas. Et ça nous permettait du coup de réagir assez vite pour revoir, remettre des barrières, etc., réajuster le fonctionnement des équipes. Donc il y a effectivement du coup là en période de crise encore plus des liens qui sont très rapprochés, que ce soit une crise comme le Covid, que ce soit une crise comme une grève, voilà. Mais il y a au quotidien, enfin on a des relations qui sont importantes. Et quand on développe nous de plus en plus, enfin quand on a des messages de communication tout agent dans nos process,
avant qu'on ait quelque chose qui parte sur l'intranet ou par mail toute boîte. On va souvent avoir un message spécifique pour la ligne managériale, ensuite un message spécifique pour les organisations syndicales, et après on fera partir le message aux agents. Ce qui montre bien du coup que pour nous, les organisations syndicales sont quelque part aussi une cible qui a un niveau d'information un petit peu privilégié par rapport aux agents derrière. Monsieur Collignon, justement, quel est votre regard par rapport au retour que vous avez eu pendant la crise sur la com interne? Est-ce que les liens se sont resserrés est-ce que cette communication interne entre les organisations syndicales et les DRH ou le DGS ou les responsables de la collectivité se sont resserrés, ou est-ce qu'ils se sont distendus? Et est-ce que ces liens, est-ce qu'il a été toujours facile de... il y a aussi un passif dans les organisations. Est-ce que ce lien est facilement... est-ce que tout le monde l'a fait dans quel état d'esprit, en fait? Est-ce que ça a été fait facilement, ou est-ce que parfois il y avait des conflits larvés antérieurs qui sont remontés? Parce que la confiance, c'est quelque chose qui ne s'impose pas, qui se maintient et qui se construit et qui se consolide dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble. Alors là encore, moi, j'ai pas la prétention d'avoir une vision exhaustive de l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Néanmoins, on peut s'accorder aussi, au travers des différentes restitutions qu'on a pu glaner les uns des autres, et j'en fais partie, pour constater que la situation que nous avons vécue les uns les autres là au cours du premier semestre a été révélatrice de ce qui finalement avait été conduit antérieurement, au sein des différentes collectivités et établissements publics. Pour être tout à fait clair, il apparaît que dans les secteurs où, d'emblée, le dialogue social, le partage des informations, la confiance et la transparence, la bienveillance, je ne vais pas redécliner l'ensemble des diapos qui nous ont été présentés ce matin. Bref, là où tout ça se joue déjà de longue date et de manière pérenne, donc, eh bien, communiquer en période de Covid, essayer de prendre à bras-le-corps tous les enjeux, jouer la solidarité à fond, ça a été beaucoup plus facile que dans les secteurs où tout d'un coup, l'Assemblée délibérante, et volontairement je ne mettrai pas la responsabilité directement sur l'administration générale, l'Assemblée délibérante découvre l'intérêt d'associer les agents et les agentes à une réflexion collective, parce que tout le monde est dans une difficulté importante pour répondre aux missions de service public. Et à partir de là, j'ai presque envie de dire, il y a deux réactions. Il y a les agentes et les agents qui, au travers de leurs représentants des personnels, se disent « allez, banco, on y va, il y a urgence ». Il n'y a pas de question à se poser sur le fait de répondre favorablement à la sollicitation qui nous est faite. On verra après comment on peut analyser tout ça. Et d'autres qui pendant un petit moment peut-être, et je crois pouvoir dire que finalement ça n'a pas perduré, ont commencé par dire quand même, si depuis 18 mois nous avions su ensemble trouver les moyens d'un véritable dialogue social avec des échanges qui ne sont pas là pour niveler les désaccords, mais simplement pour les exprimer et pour in fine trouver de vrais accords, eh bien on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Il y a des secteurs qui l'ont révélé, je vais juste citer celui de la dépendance et de la gériatrie. Nous le savons, il y a eu des mouvements forts dans tous les EHPAD de France et d'outre-mer. On peut entendre que dans certains EHPAD, la première réaction des agentes et des agents a été de dire au travers de leurs représentants du personnel, n'empêche que si on avait pu être entendu, et si les propositions que nous avions faites, qui n'étaient pas inflationnistes et qui ne relevaient pas ni d'une minoration du temps de travail, ni d'une augmentation du salaire, mais bien des moyens en adéquation avec la mission de service public qu'on nous demande d'exercer, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et les personnes qui ont donc dû accompagner en fin de vie des personnes décédées de la Covid-19, dont on imagine aisément dans quelles conditions ces décès se sont déroulés, on peut entendre qu'a priori, ça ne suscite pas de manière très spontanée une envie de rentrer dans une démarche de communication et d'information. Mais encore une fois, moi, des retours que j'ai pu en avoir, encore une fois, ils sont pas exhaustifs, mais des retours que j'ai pu en avoir, la volonté a d'abord consisté à faire prévaloir l'intérêt général et donc à faire en sorte que les missions de service public, in fine, soient correctement remplies. C'est un peu ce que je pensais aussi, cette idée de... Le Covid a été révélateur aussi de la relation avec les organisations syndicales,
quand elles étaient bonnes, ça s'est très bien passé, la communication interne était beaucoup plus facile entre les représentants du personnel et les DRH, les DGS et les cabinets. Quand elles étaient mauvaises, ça a révélé aussi cela, et la confiance, ça prend du temps à se construire, et il faut du temps, ça prend du temps à se construire, et il faut la consolider chaque jour. Justement, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui m'intéressait, parce que certes, il y a eu 2 changements dans certaines grosses collectivités assez majeures, 2 changements. Le premier, c'est ce changement imposé avec la Covid, qui a obligé à communiquer autrement, mais il y a aussi des collectivités qui ont changé. Il y a eu ce changement politique. Par exemple, je crois à Lyon, il y a eu un changement politique. Est-ce que ça a modifié justement la façon de communiquer en interne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne le modifie pas encore, mais ça va fortement le modifier sur les prochains mois, ouais. Parce qu'on a des lignes directrices avec le changement d'exécutif qui sont assez fortes sur la dématérialisation, sur un certain nombre de choses. On a aussi les revendications des organisations syndicales qui, face au confinement, nous, avaient une pratique de communication par tract. On n'avait pas de communication dématérialisée pour les OS. On se pose la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, avec notre changement d'exécutif, forcément là-dessus, le champ des possibles va s'ouvrir sur l'aspect communication dématérialisée et certainement accès plus fort à l'intranet par les représentants du personnel. Donc oui, ça va modifier la forme que va prendre notre communication, même si tout ne peut pas se faire de manière dématérialisée. Nous, on est 9200 agents, on a 250 métiers. On ne fait pas passer l'information de la même manière à un agent des services administratifs qui va ouvrir l'intranet tous les jours qu'à un agent qui est sur le terrain, qui va juste aller dans son vestiaire, prendre son équipement et puis partir sur un chantier ou autre. Et où là, du coup, la communication sera plus par l'affichage ou par l'agent de maîtrise qui va donner un tract ou quelque chose à l'agent qui regardera ensuite chez lui. Donc forcément, les formes vont changer, mais il va falloir qu'on garde une matérialité. Et après, là, il va falloir, nous, qu'on travaille sur ce changement d'exécutif qui bouleverse quand même les codes. On a une nouvelle majorité avec des élus qui ont leurs expériences, mais qui n'avaient pas forcément l'expérience, du coup, d'être élus dans d'autres collectivités. Certains, oui, mais d'autres sont vraiment, du coup, tout neufs. Donc on a cette acculturation avec les services. Avec tous les processus décisionnels qui reprennent, qui ne sont pas forcément posés, consolidés, une nouvelle équipe de direction générale qui arrive, des sujets qui avant pouvaient paraître anecdotiques, qui aujourd'hui sont symboliques et d'importance. Donc tout ça, ça change pour le coup tous les repères de l'administration. Et des cadres des cadres, ça c'est sûr, jusqu'à l'agent de terrain, peut-être pas, mais sur une grosse partie des agents quand même, oui. Et donc ça, il va falloir qu'on l'accompagne. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y aura, oui, il va y avoir sûrement de nouveaux thèmes qui vont émerger en communication interne, et pour l'instant, on les connaît pas apparemment. Alors aussi, on commence à les connaître. Il y avait quand même des programmes politiques qui étaient posés, assumés. On a eu des premiers conseils qui sont posés aussi. Enfin, le président a communiqué cet été sur les 10 projets phares qu'il avait. Où il y a des nouveaux projets qui n'existaient pas. Quand on parle du réseau express vélo sur la métropole de Lyon, ça n'existait pas. Donc c'est un nouveau projet. Quand on parle de brigade logement, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc tout ça est à créer. Donc il y a des choses qui sont connues, mais après là on est sur la période où on a une direction générale qui se reconstitue avec une DG qui va coller au projet politique. Donc on a une délégation de la transition énergétique et écologique qui n'existait pas, et qu'on crée avec un comité technique là sur les prochaines semaines. Donc on va quand même très vite. Parallèlement, les élus sont en train de retravailler leur projet politique en plan de mandat politique, et cette nouvelle équipe de direction générale est en train de retravailler de manière itérative avec les élus sur comment est-ce qu'on intègre ça pour travailler une feuille de route de l'administration, et avec un tempo très soutenu. On a des instances là en novembre et ensuite en janvier qui seront un petit peu le fer de lance de lancement du nouveau mandat. Donc ça commence quand même. Ça commence. Et justement, là, vous dites qu'il y a de nouveaux périmètres, en fait, de nouvelles missions, de nouveaux périmètres, de nouveaux projets, bien sûr. Est-ce que ça a modifié en matière de com interne la personne qui va peut-être s'en occuper? Est-ce qu'il y a une vision différente de la com interne? Aujourd'hui, ça fonctionne comment? À qui c'est rattaché, la com interne, dans votre collectivité? Et pour vous, est-ce que c'est bien? Et
Est-ce que ça devrait évoluer? Alors nous, c'est un service, donc il y a un service à part entière qui est chargé de la communication interne, et on a ensuite des équipes de communication interne qui sont dans ce qu'on appelle les délégations, donc les pôles avec les DGA au-dessus. Donc on est quand même assez bien staffé en matière de communication interne par rapport à d'autres collectivités. Voilà, il y a beaucoup de ressources. Ces équipes-là étaient dans une délégation qui était sur le précédent mandat un peu particulière parce qu'elle allait de la relation avec les communes jusqu'à la com interne en passant par le contrôle de gestion. Et que là, aujourd'hui, donc la com interne intègre une direction qui sera rattachée à la DGS, où on a le conseil en orga et la com interne. Donc avec une vision un peu d'une direction d'accompagnement de la transformation à la main de la direction générale et en transversalité. Et justement, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs possibilités, on le voit dans les collectivités, soit c'est rattaché à la DRH, soit c'est rattaché à la DGS, soit ça peut être rattaché parfois dans certaines collectivités au cabinet politique directement. La communication interne, où est-ce qu'elle devrait être située, d'après vous? À qui elle devrait être rattachée? Et est-ce que cette situation de Covid, de post-Covid, est-ce que cette situation a modifié cela? Et est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que ça change aussi par rapport aux syndicats, à la relation avec les syndicats, selon où c'est situé? Moi, j'ai connu différents modèles organisationnels. Donc, quand j'étais DRH à la communauté urbaine de Lille, la com interne était au sein des équipes de la DRH. Et elle était au sein du service, enfin elle était à côté intégrée au service formation. C'était formation communication interne, mais dans un giron RH. J'ai toujours trouvé que ce modèle-là était quand même pas mal, parce que ça permettait du coup à la DRH que j'étais à Lille d'avoir tous les leviers de la transformation. Donc ça allait du recrutement aux compétences qu'on cherchait à avoir, à la formation, on venait travailler les compétences dans le dur, quoi, avec du vrai format de formation, et à la com interne. Et on avait du coup des frontières entre formation et communication qui étaient au final assez poreuses. Et d'avoir tout cet outillage, je trouve que ça nous permettait d'avoir une cohérence de toutes les actions qu'on pouvait mettre en place, pour le coup, dans le cadre de l'accompagnement au changement, de manière assez facile et assez fluide. Et donc, assez régulièrement, quand on avait un sujet... voilà, on pouvait aller de la newsletter hebdomadaire aux agents en passant par le module de formation derrière qui allait arriver, qui allait outiller plus précisément les gens, quoi. Quand on bossait par exemple sur les risques psychosociaux, je trouvais que ça marchait vraiment très très bien. J'ai connu ensuite un système communauté urbaine de Lyon où on avait du coup un service com interne qui était plutôt rattaché au DGS, qui était au sein de la direction générale. Mais qui du coup avait tendance à être sur de la communication très institutionnelle et pas forcément très pratique pour les agents et qui répondait pas forcément au quotidien. J'ai connu du coup cette autre organisation où là c'était pas au DGS mais dans une autre délégation qui est très, très disparate. Donc là je trouve que les liens avec la RH notamment étaient assez complexes. Là, on est sur un modèle organisationnel qui marque très clairement qu'on a un sujet de transformation sur lequel la DG veut avoir la main. Donc, je trouve que c'est assez logique par rapport à la période sur laquelle on est dans ce mandat. Mais je trouve qu'ensuite, en mode établi, au sein de la RH, c'est pas mal, moi. D'accord. Monsieur Collignon, je vous pose la même question et j'ajoute aussi deux questions supplémentaires. Pour vous, avec les syndicats, ce sont des acteurs de la com interne, mais ce sont quoi? Des partenaires ou des adversaires? Et est-ce que vous pensez qu'on fait la même com interne dans une organisation qui a des syndicats réformistes ou des syndicats dits contestataires? Alors, si je laisse la parole à Lise dans un premier temps, c'est plus par courtoisie, c'est pas du tout pour mettre qui que ce soit sur le devant de la scène suite aux questions posées. Moi, s'agissant du rattachement, moi j'ai presque envie de dire, au risque de vous surprendre, je n'ai pas dans mon histoire, mon parcours, et y compris sur les 2 mandats que j'ai pu exercer, d'a priori formalisé sur le rattachement à tel ou tel service ou autre. Je pense que
la DRH a forcément un rôle fondamental dans les enjeux d'information. Pardonnez-moi d'insister beaucoup sur communication et information, l'information. Après, ça fonctionne très bien dans des secteurs, enfin je crois que vous l'avez très bien décliné, il y a des expériences diverses et variées. Par contre, pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce que l'institution, qu'est-ce que l'ensemble des partenaires de cette institution, y compris donc les partenaires représentantes et représentants du personnel, attendent de cette information et de cette communication. Ça, pour moi, c'est la bonne question. Enfin, en tous les cas, ce qui ne signifie pas que la vôtre n'est pas bonne, mais je pense que c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on attend de la communication? Après, les moyens de mettre ça en musique, ça peut dépendre effectivement de l'histoire de la collectivité ou de l'établissement et des personnes qui sont en charge de ce dossier. Sur le rôle des organisations syndicales, moi c'est un secret pour personne, j'ai, y compris dans ma démarche personnelle, mais dans les choix que j'ai faits en termes d'implication syndicale, été plutôt enclin à défendre l'idée d'un syndicalisme qui s'inscrit dans le dialogue. Alors, réformiste, je me méfie toujours un peu des termes parce qu'il est parfois un peu galvaudé. Il y a des réformistes dans lesquels je ne me retrouve absolument pas aujourd'hui. Progressiste, c'est aussi un peu compliqué. Donc disons que plutôt dans un syndicat, il y a un syndicalisme de dialogue. Mais c'est aussi parce que c'est le mandat que j'avais à un moment donné. Si on avait dit, écoute, il faut absolument être contestataire, soit j'aurais quitté mes fonctions, soit j'aurais effectivement contesté. Donc, si je me permets cette petite incise, c'est parce que je reste vraiment persuadé que nous ne sommes pas condamnés entre les représentantes et les représentants des personnels et les représentants et représentants de l'administration à être en opposition sur tout et à devoir impérativement communiquer parfois de manière totalement opposée. On en parlait tout à l'heure au café, j'ai eu l'occasion d'exercer des mandats dans les plus grandes instances de dialogue social national. C'est assez compliqué de voir que finalement, le communiqué du ministère ne reflète pas du tout la réunion à laquelle vous avez participé. Je ne suis pas en train de dire que les communiqués des organisations syndicales reflètent également fidèlement ce type de réunion. Mais bon sang, le lâcher-prise qui a été évoqué ce matin par Charles-Henri, ça marche dans les deux sens. Et je pense qu'à un moment donné, on est d'accord. Il me semble que s'il y a par exemple un enjeu de com et d'information sur lesquels on devrait être en capacité, partout où c'est possible, de communiquer ensemble, et moi il me semble qu'on n'a pas à rougir à un moment donné d'un communiqué informant le personnel sur voilà ce qui a été fait au sein de l'établissement public ou de la collectivité face à la Covid-19. On est capable de se dire qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien fonctionné et on saura en tirer tous les enseignements, non pas pour la prochaine fois, mais pour faire en sorte d'analyser ce qui nous a conduit effectivement à être en situation d'échec, assumé, et puis voilà ce qu'on a bien fait ensemble. Enfin, ça, il me semble qu'on peut, à un moment donné, sur des sujets tels que celui-ci, tomber d'accord, et même chez les plus contestataires. Voilà, je pense que ça vaut aussi pour l'ensemble de l'échiquier syndical. Certains disent qu'on est trop nombreux. Moi, je pense que le modèle scandinave ou le modèle allemand, de mon point de vue, n'est pas un modèle en matière de gestion de dialogue social, parce que la cogestion a aussi ses limites, y compris en termes de droits sociaux, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Justement, ça m'amène à une question suivante. Pendant cette période de Covid, donc il y a eu des choses qui ont été réussies, il y a eu des choses qui ont été ratées en matière de communication interne. Qu'est-ce que vous estimez avoir réussi par rapport à tout ce que... Enfin, vous avez des liens tous entre vous. Sur quoi vous avez, à votre avis, bien fait une bonne communication interne et sur quoi vous auriez encore des progrès à faire ? Alors, ce sur quoi on a réussi, je pense, c'est le fait de communiquer et d'accompagner du coup toute la mise en œuvre des PCA et de le faire ça de manière très 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 rapide, ou au moment du confinement, d'accompagner aussi le déconfinement avec toute l'information autour de tout ce qui a été mis en place sur les sites de travail. Où nous, il y a eu un gros boulot de fait sur la dizaine de jours avant. Enfin, le jour du déconfinement, il n'y avait pas un accueil qui n'avait pas son plexiglas. Il n'y avait pas un ascenseur qui n'avait pas son gel hydroalcoolique devant, etc. Bon, parce qu'on a une capacité de déploiement très forte de moyens. On avait aussi sur les masques, enfin, dès janvier, nous, on a commandé 1 million de masques. Donc après, on a eu les problématiques que d'autres ont eues avec des avions qui étaient bloqués en Chine, avec les Américains qui essayaient de nous piquer notre cargaison de masques. Enfin voilà, on a eu des épisodes un petit peu ubuesques là-dessus. Mais on a eu du coup, enfin voilà, on avait une capacité à faire. On a pu donner nos masques FFP2 à l'ARS pour qu'ils soient donnés aux soignants, etc. Parce qu'on avait des stocks assez importants. Donc toute cette communication-là, je trouve qu'on l'a plutôt bien faite.
Celle sur laquelle on s'est fondamentalement planté, mais vraiment, c'est celle sur les congés. Donc là, ça a été vraiment le gros bug. Parce qu'on partait du coup sur les échanges avec les organisations syndicales sur le privé, du coup, pause de congé obligatoire, du coup, il va certainement se passer la même chose chez nous, on commence à vous faire des clignotants, voilà ce qui se passe dans le privé, etc. Et puis, donc, nous, les services RH, on a plutôt bossé sur cette ligne-là. Les vacances approchaient. Note de service qu'il fallait sortir vite, parce qu'il fallait dire au manager qu'est-ce qui va se passer sur les congés, comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas des stocks de congés énormes. Et puis comme on bosse beaucoup sur de la construction de manière très large dans notre collectivité, sur ce projet de note de service, tout le monde a voulu y mettre un petit peu son grain de sel, et puis à mes 5 jours en fait. Mais pour ceux qui avaient déjà posé des jours depuis le début de l'année, c'est peut-être beaucoup trop quand même, c'est pas très équitable. Et donc, on a abouti à un truc qui était un peu une usine à gaz où il fallait compter les jours depuis le début de l'année. On allait sortir la note de service, mais les réseaux RH étaient déjà plutôt en ligne là-dessus, puis a commencé à diffuser de l'info. Et puis là, il y a le décret qui est tombé sur la fonction publique et avec les différentes modalités. Alors là, du coup, on était totalement plantés. On a ressorti une note de service alignée sur le décret qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait bossé 24 heures avant, 48 heures avant et ce qui avait commencé à diffuser dans les services. Donc là, voilà, gros plantage là-dessus. Et tout à l'heure, vous disiez, Monsieur Collignon, vous parliez de la transparence et de la confiance. Quelles sont les règles éthiques à respecter quand on fait de la com interne? Quelles sont les règles éthiques en termes de communication? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux agents? Comment on mobilise les agents? Comment est-ce qu'on met en avant? Parce que dans la communication interne, c'est souvent aussi... il y a parfois de l'intimité. Ça peut être, par exemple, je vous parle d'une passion que j'ai. Ça se fait dans beaucoup de magazines de communication interne. Je vous parle de telle passion que j'ai. Comment on fait? Quelles sont les règles éthiques en matière de communication interne? Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout pas faire au niveau éthique? Alors, moi, je ne suis pas un pro de la com. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait vraiment une notion d'éthique en communication. Je pense par contre qu'il y en a une en termes d'information. Et il me semble que si l'objectif de l'information, c'est effectivement d'éclairer celui ou celle à qui on destine l'information, ça suppose d'abord qu'elle soit accessible, donc compréhensible de toutes et tous. On a évoqué tout à l'heure, et je crois que c'est Mathilde qui en disait deux mots aussi, la territoriale. C'est une grande diversité en termes d'emploi, en termes de cursus, et du coup en termes d'accès aussi à l'information, y compris sur les moyens, y compris moyens numériques, affichage papier, et ainsi de suite. Et ça doit, d'un point de vue éthique, rester une préoccupation, parce que faire de la com ou de l'info, je ne pose pas les deux termes, vous l'aurez bien compris, mais pour moi, la com en soi, c'est de la com. De l'information, ça relève à mon avis d'une autre démarche, sans doute beaucoup plus complexe, mais in fine quand même beaucoup plus respectueuse de celles et ceux à qui on s'adresse. Donc, il me semble que la première interrogation, c'est est-ce qu'on s'assure que ce qu'on est en train de diffuser en termes d'infos est une info qui sera bien accessible à toutes et tous. Ou alors on ne prend pas en compte ce paramètre-là, mais on ne peut pas du coup, après coup, dire bon ça, on leur a quand même déjà dit, on leur a déjà écrit, ils y comprennent rien ou quoi. Je reste persuadé que d'un point de vue éthique, c'est un des éléments de réponse à la question que vous posez. Après, le contenu, pour moi, est fondamental. Je reste persuadé que, pareil, ce matin, les enjeux d'analyse transactionnelle avec parents, adultes, enfants ont été repris. Si des adultes s'adressent à d'autres adultes, ça suppose qu'on met en débat tous, chacune et chacun d'entre nous, en matière de connaissance du sujet, en acceptant évidemment, c'est l'idée du lâcher-prise. Ça ne veut pas dire renoncer à tout et avoir raison sur tout, mais c'est accepter l'idée et le préalable selon lequel, lorsqu'on démarre un échange en matière d'information, on est prêt aussi à accepter de la part de celles et ceux qui reçoivent l'information, soit des réactions d'incompréhension, soit des réactions de désaccord en disant ça ne s'est pas passé comme ça. Or, si on s'inscrit vraiment dans une démarche de transparence et de confiance, cet écueil-là est de fait relégué au second plan, parce qu'on sait d'emblée que ce qui a été envoyé comme information est une information qui est étayée et respectueuse d'un point de vue éthique de l'ensemble de celles et ceux à qui elle est destinée. Je me permets, ça marche, oui, d'intervenir pour poser une question qui est relayée par le site de l'association.
le sujet a été évoqué, mais par exemple, dans la continuité de ce qu'a indiqué Johan Thorey tout à l'heure sur des relations, on va dire, plus fluides avec les organisations syndicales pour un certain nombre de raisons, particulièrement un formalisme un petit peu mis de côté, sans pour autant confiner à l'illégalité, ce qu'elle veut dire confiner à l'illégalité. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas engager de nouvelles coopérations, notamment en matière de communication interne, sur des sujets sur lesquels il y a une forme de compromis ou de consensus, et que du coup, ça pourrait doublement porter le message auprès des agents, y compris celles et ceux qui sont peut-être les plus éloignés de la communication interne, qui sont sur le terrain et qui n'ont pas accès à tous les outils, et dont les managers ne sont pas forcément convaincus de la nécessité de la communication interne, d'ailleurs. Justement, est-ce qu'il pourrait y avoir, sans que ce soit jugé comme une compromission, un compromis, organisation syndicale et DRH? La question s'adresse à tous les deux, bien sûr. Bruno, ce coup-là. Non, Lise, c'est trop facile. Non, je lui laisse la parole en premier. C'est avec plaisir, Lise. Alors, je veux être sûr d'avoir bien compris la question. Sur l'idée du formalisme ou pas, et ce que disait, je crois, Johan tout à l'heure, sur le fait que cette situation quand même bien particulière a de fait induit dans certaines collectivités, certains établissements, sans d'ailleurs avoir l'intention de détourner quelque institution que ce soit, mais de dire on n'a pas le temps de convoquer, on n'a pas... Bref. Ouais. Par contre, il faut qu'on recueille quand même des avis, il faut qu'on partage des positions, et est-ce qu'on peut le faire en dehors des instances aujourd'hui? C'est ça un peu la question. La question, c'était dans la continuité de des relations, on va dire, moins formelles, moins basées sur la convocation n'est pas partie à temps, le point à tel endroit n'y est pas, voilà, et de plutôt s'attaquer, si je puis me permettre, à des sujets de fond plutôt qu'à des sujets de forme. Donc, ce qui a été visiblement le cas pendant le confinement, et donc de ce fait, est-ce que cette espèce d'harmonie, d'une certaine manière, qui s'est construite pendant le confinement, est-ce qu'elle peut perdurer, notamment par le biais d'une communication commune entre l'institution vers la communication interne, qu'elle soit ou pas attachée à la DRH? Est-ce que vous seriez favorable à cela? Voilà. Est-ce que vous recommanderiez à vos anciens collègues d'avancer sur ce chemin ou pas? Alors, moi, ça va m'être difficile de faire des recommandations parce que je n'ai jamais accepté du temps où on pouvait en faire. Mais je vais quand même répondre à la question, Anne. Deux choses. De mon point de vue, le formalisme n'exclut pas les débats de fond. Et je reprends un exemple très concret, qu'on a d'ailleurs évoqué au Très rapidement, parce que notre débat très concret, très rapide. Lorsque le Conseil sup, le 23 septembre, décide de manière unanime entre les 20 représentants du collège employeur et les 20 représentants des personnels, d'exprimer un vœu sur la demande de suspension du jour de carence. C'est du formalisme parce que c'est dans le cadre d'une instance qui s'appelle le Conseil sup. Mais du coup, ça lui amène du poids. On verra ce qu'il adviendra de cette demande, mais ça lui amène un vrai poids. Si ça avait été une réunion informelle de quelques élus d'un côté et de... Oui, donc, je pense que c'est pas exclusif. Permettez-moi juste de rappeler ça. C'est que les institutions et leur formalisme induisent aussi une portée dans les décisions qui sont prises. Le deuxième aspect, à la question très précise, est-ce que les organisations syndicales auraient intérêt, pourraient... dans l'intérêt des agents, pas dans l'intérêt des organisations syndicales. Parce que vous êtes bien là pour les agents, les DRH sont là pour les agents. S'il n'y avait pas d'agents, personne ne serait là. Bien sûr. Mais la légitimité du... Et des citoyens auxquels les collectivités apportent des prestations. C'est ça, des usagers. Absolument. Mais la légitimité des organisations syndicales, elle est tirée des urnes, tout comme les assemblées délibérantes. Donc, en fait, ça n'a de sens que dans ce cadre-là. Et je le redis parce que je crois l'avoir exprimé très clairement tout à l'heure, je pense qu'il y a des éléments de communication sur lesquels il y a des sujets qu'on pourrait citer, on en a évoqué tout à l'heure quelques-uns autour du café, sur lesquels organisations syndicales et représentants de l'administration ou assemblée délibérante, le Conseil sup l'a fait très bien il y a quelques jours seulement, prendre une position unitaire, histoire de lui donner une portée encore plus significative. Et je pense que ce qui s'est joué pendant le premier semestre de cette année peut, à mon avis, procéder de cette démarche-là. Très bien, merci beaucoup Bruno. Lise ? Oui, moi j'aimerais bien qu'on soit capable de communiquer des fois vraiment employeurs et organisations syndicales sur un même sujet dans le même sens.
pendant la crise, on a peut-être pu le faire sur certains points, sur les consignes de sécurité, etc. Là-dessus, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de divergence et que les organisations syndicales jouaient ce rôle de relais des mesures de prévention pour permettre aussi leur appropriation par les agents. Je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels des fois c'est plus compliqué, puis que ça dépend aussi pas mal des clés de lecture des différentes organisations syndicales ou des fois des personnalités qu'on peut avoir avec les interlocuteurs. Après, moi, j'ai une collectivité qui est complexe là-dessus parce qu'on a 10 organisations syndicales sur la fonction publique territoriale et j'en ai 4 de plus sur la fonction publique hospitalière. Donc, arriver à avoir, ne serait-ce que sur la FPT, avec les 10, des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord avec les 10, les sujets sont assez rares. Protection sociale complémentaire, oui, on va avoir là-dessus quand on revalorise, quand on a le contrat de groupe, etc., sans questionnaire médical la première année, à fond les ballons. Et là-dessus, c'est vrai qu'on pourrait, je pense, imaginer à un moment communiquer vraiment ensemble. Là, ça se fait de manière complémentaire. On va, nous, sur les sites avec les assistantes sociales, les organisations syndicales voient aussi des agents, communiquent de leur côté. Donc, c'est complémentaire et ça marche plutôt bien. On pourrait le faire ensemble, effectivement. Après, est-ce que ça apporterait un plus par rapport à cette complémentarité? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, on touche des publics différents, en étant chacun avec son mode de faire. Il y a d'autres sujets sur lesquels c'est plus compliqué. Moi, j'ai des organisations syndicales qui revendiquent le fait d'être des acteurs de communication, des vecteurs d'information sur le terrain. Et j'en ai d'autres qui me disent très clairement, attendez, c'est votre boulot, vous faites votre boulot, moi, ça ne me concerne pas. Donc voilà, je ne sais pas si on a la maturité encore ou les sujets toujours pour pouvoir aller tout le temps dans ce sens-là. Il y a une question, allez-y. Oui, bonjour, Céline Villiers, DRH à Strasbourg. Je me réfère en regardant la diapo qui nous est projetée au nouveau lien avec les agents. On a parlé communication, information, donc on a finalement celui qui produit l'information et la communication. Et on a parlé des DRH, finalement de l'institution. Et j'avais envie de renverser un petit peu le propos pour se dire, mais finalement, le lien, il est aussi de plus en plus direct avec les agents. Et j'avais un petit peu une double question, particulièrement en direction de M. Collignon, peut-être. Que pensez-vous des dispositifs ou des démarches de baromètre social? Parce que finalement, comment on donne directement la parole à des agents dans une collectivité, y compris pour qu'ils s'expriment sur des enjeux d'information ou de communication, ce qui n'est pas toujours simple dans la relation avec nos syndicats, parce que finalement, il y a aussi la question de la place des représentants syndicaux dans ces moments-là, où on est dans de la démocratie directe. Et le deuxième élément que je voulais partager de réflexion peut-être avec vous, c'était finalement quand on construit de la communication interne, est-ce qu'on a des exemples dans certaines collectivités, donc là je m'adresse plutôt à mes collègues dans la salle ou en visio, mais d'association directe des agents à des sortes de comités de rédaction. En tout cas, les lignes éditoriales, elles sont souvent pensées hors des agents, donc de façon très descendante. Et comment on peut, est-ce qu'il y a des expériences en ce sens, associer directement, moi je pense baromètre social, mais c'est évidemment une grande démarche, mais de façon plus régulière, les agents à la production des messages finalement en interne. Alors, je vais préciser que dans les petites collectivités, ça arrive régulièrement que ce soit les agents qui fassent les magazines de communication interne. C'est fait par les agents et le service de communication vient en aide et les appuie. C'est ce qui se fait dans les petites collectivités. Et dans les collectivités un peu plus grandes, parfois il y a un comité de rédaction des agents qui existe. Ça existe dans des collectivités, c'est assez développé. Plus la collectivité est grande, plus c'est compliqué parce qu'après, pourquoi on prend tel agent et pas tel agent? Enfin voilà. Dans les petites collectivités, ça se fait beaucoup. Oui, d'accord. Bon, la question est importante. Je vais essayer de répondre de manière très synthétique. À titre personnel, et je le répète ici, moi j'ai aussi maintenant cette possibilité-là d'être très libre. Je l'ai toujours été du reste, mais en tous les cas de pouvoir m'affranchir dans quelconque mandat. À titre personnel, je ne me suis jamais opposé, y compris dans mon histoire d'agent de la fonction publique territoriale, à une consultation directe avec le personnel sur différents sujets. Ça pose deux questions. C'est comment est-ce que le recueillement et le dépouillement de ces avis est mis en place,
c'est pas de la défiance, hein, c'est comment est-ce que c'est mis en place. Et la deuxième question, c'est quelle légitimité in fine de cette consultation? Parce que, et Anne l'a très bien rappelé tout à l'heure, la légitimité d'une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, tout comme d'ailleurs d'un représentant politique ou d'un représentant d'assemblée délibérante, c'est la légitimité des urnes. Moi, j'ai toujours eu, en tant que citoyen, et je pense qu'on peut tous s'exprimer de cette manière-là, des avis, pas forcément sur tout, mais sur beaucoup de choses. Si on reprend par exemple l'exemple de la Convention sur le climat, on peut s'interroger du bien fondé de la démarche, de l'échantillon représentatif, du fait que si peu de personnes puissent donner des avis aussi importants, alors que par ailleurs on a des scientifiques, le champ associatif, enfin bref, qui a aussi sa légitimité, qui pourrait apporter une contribution efficace sur ces enjeux, ces débats de société. Et donc la deuxième question de fond, c'est lorsque je réponds à titre individuel à une consultation, je m'exprime en mon nom, ce qui est déjà important, mais je n'ai pas ce poids de la légitimité tirée des urnes. Et je conclus, parce que c'est court, lorsque les 9 organisations syndicales représentatives, ça fait beaucoup, mais suite aux dernières élections professionnelles à plus de 50% de taux de participation dans les 3 versants, sur en gros 5 millions d'agents, ça fait 2 500 000 personnes. On peut le prendre dans tous les sens, de la CGT à la dernière organisation syndicale, ça fait 2 500 000 personnes. Quant au Conseil commun de la fonction publique, la loi de transformation de la fonction publique, maintenant on l'appelle loi et plus projet évidemment, depuis le mois d'août de l'année dernière, recueille un avis défavorable unanime des 9 organisations syndicales. Ce n'est pas 9 personnes prises isolément. C'est 2 500 000 personnes qui disent « nous ne sommes pas d'accord » avec évidemment des variables d'ajustement, hein. Une organisation syndicale n'avait pas le même désaccord que la 7e, n'empêche que, sur le fond, il y avait un désaccord des 9 organisations syndicales. Qu'on le veuille ou non, ça vaut tous les forums Action publique 2022 qui ont été mis en place par le ministère et qui, effectivement, relèvent que sur 0,05% des agents, finalement, il y avait plutôt un regard positif sur ce projet de loi. J'espère avoir répondu de manière objective et pragmatique à votre question. Moi, j'ai juste, si je peux là-dessus, juste un tout petit complément qui sera super rapide. Parce qu'on fait pas mal d'enquêtes via l'intranet sur les agents, la dernière étant sur le vécu du confinement avec un questionnaire manager et un questionnaire agent. On n'a pas du coup de retour des organisations syndicales sur, sur la difficulté à le faire. Et d'ailleurs, les résultats de l'enquête vont faire partir du retour d'expérience sur la gestion du Covid qu'on va partager avec les organisations syndicales sur les prochaines instances CHSCT, CT, qui auront lieu en octobre. Donc du coup, c'est plutôt vécu positivement parce qu'ensuite, on s'en sert comme un des éléments pour organiser du dialogue social. Et il y a une autre expérience qui était, pour le coup, encore autre qu'on avait eue dans le cadre de la création de la métropole, où là, on avait la demande des élus du CHSCT de faire une expertise CHSCT pour projet avec impact en matière de réorganisation très lourd, donc avec un cabinet expert du CHSCT, etc. Et en fait, on a rerouté du coup ce sujet-là pour aboutir à un questionnaire qui nous serve de baromètre social. Et en fait, l'intégralité des questions a été travaillée avec les élus du CHSCT. Et on a fait du coup en 2017 notre premier baromètre sur cette base-là, et suite à cette discussion collective en CHSCT. Donc il y a des choses qui peuvent aussi se faire de manière, pour le coup, très partenariale là-dessus. Donc je conclus. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Monsieur Collignon et je remercie Lise aussi pour ce débat riche avec des points de vue contradictoires, comme c'était attendu, mais plutôt quand même complémentaires. Donc on a vu que la communication interne, en fait, ce qui était très bien, c'est que vous avez une vision de la communication interne qui est que je trouve extrêmement juste et précise, et que cette situation de Covid ou de post-Covid a quand même révélé beaucoup de choses, révélé les relations qui existaient entre les DRH, le DGS, les cabinets et les représentants du personnel. Ça a révélé aussi, je pense, des managers, la relation que les managers entretenaient avec leurs agents. Ça a montré aussi qu'en fonction des collectivités, en fonction des organisations représentatives, il y avait des évolutions et des relations qui étaient différentes. Mais il y a encore quand même des questions qui se posent. Alors je laisse ça à votre réflexion. D'abord sur l'efficacité de la com interne, comment on l'évalue. Voilà, on était sur le baromètre interne, mais comment on évalue l'efficacité de la communication interne? Une question qui se pose. Quel budget? Est-ce qu'il y a un budget propre ou pas?
Est-ce qu'il y a une stratégie aussi de communication interne et en fond, quel sera, là c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus métier, mais quel sera le rôle, les compétences, le savoir-faire, le savoir-être d'un communicant interne aujourd'hui, et notamment dans une période post-Covid? Merci beaucoup. J'aurais voulu quand même laisser la parole à Johan Theuret, sa qualité d'ancien président, n'est-ce pas? Merci de le rappeler. Je vous en prie. Non, je voulais juste exprimer mon léger désaccord avec Bruno. Pourtant, Dieu sait si on est souvent d'accord, mais Oui, mais allez-y, là, soyez quand même, même sur en la franc vision du dialogue désaccord. social et sur l'opposition entre les deux légitimités politiques et légitimité syndicale, je ne suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, dans la fonction publique, il n'y a aucun outil qui permet de responsabiliser la posture syndicale. C'est-à-dire que si les organisations syndicales, et tu prends l'exemple sur le vœu sur la journée de carence, et pourtant ils sont à la même position, donc, mais c'est-à-dire que si vous décidez, il y a unanimité d'être contre, bien sûr vous pouvez invoquer la légitimité syndicale, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un blocage, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre le texte, logiquement ça voudrait dire ça. Et je prends l'exemple de revalorisation salariale de RIFSEF, quand il y a unanimité syndicale dans un comité technique où les organisations syndicales s'opposent à la mise en place de RIFSEF. Que fait-on? On prive les agents de la mise en place de RIFSEF. Il faudrait aller jusqu'au bout. Et c'est tout justement le débat qu'il va y avoir sur la négociation collective dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que, bien sûr que la légitimité syndicale, elle existe, elle est très forte, et tu as raison de le rappeler, vous êtes élu, vous avez une légitimité. Mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout, que vous soyez en posture de responsabilité pour assumer. Et c'est ça qui fait défaut. Et je pense que là-dessus, c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on est souvent dans des impasses. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que être en opposition à la loi de transformation de la fonction publique, c'est avoir assisté, pour ce qui nous concerne, à toutes les réunions organisées à la DGAFP. Enfin bref, on est en force de proposition. On n'a pas été les seuls là-dessus. Donc là encore, un désaccord sur un sujet quel qu'il soit, et à la réponse pourquoi vous n'êtes pas d'accord, parce que là-dessus, enfin, on se connaît suffisamment pour savoir que ce n'est pas du tout la manière d'appréhender le dialogue social. À l'inverse, être dans une démarche constructive de contre-proposition, y compris à un moment donné d'acceptation de prise de position gouvernementale, assemblée délibérante ou autre, ça m'apparaît profondément constructif. Mais là, on n'était absolument pas dans ce cas de figure. Donc, oui, effectivement, une opposition de pure forme, parce que c'est comme ça, n'est pas du tout dans l'état d'esprit que je défends. Et à l'inverse, avoir participé de manière constructive à toutes les réunions et au final se voir imposer un texte qui, peu ou prou, ne reprend aucun des éléments de discussion qui ont été mis en débat. Je crois que c'est toi ce matin qui mettais en avant la chance que nous avons d'avoir, grâce au statut, une fonction publique de carrière plutôt qu'une fonction publique de métier, qui notamment a permis de repositionner des agents et des agentes dans différents services. Je ne crois pas trahir tes propos de ce matin. Moi, je suis totalement en phase avec ça. La loi de transformation de la fonction publique est aussi un premier outil qui, de mon point de vue, in fine, vise à une remise en cause de la fonction publique de carrière au profit d'une fonction publique de métier.